Cette semaine, au Balado, on parle des discours de Mark Carney et de Donald Trump au Forum économique mondial avec Jonathan Hamel. Et Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables nous offre son portrait des années au pouvoir du premier ministre du Québec, François Legault. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média et bien plus. Et dans la première partie de ce podcast, nous avons la chance d'être avec Jonathan Hamel. Jonathan, bonjour. Yes, bonjour. Alors, Jonathan, on est très heureux de vous recevoir en ce début d'année 2026. C'est la première fois qu'on vous reçoit au balado. Et c'est pour parler d'une semaine assez chargée au niveau économique et politique. Là, tout le monde a suivi un peu de près ou de loin ce qui s'est passé à Davos, les différents discours, les différents... disons, pour les récits là, des narratifs qui sont en vogue, et on a l'impression d'avoir vraiment deux grands narratifs, un peu plutôt européens réglementaires, qui a peut-être des accointances avec les narratifs chinois, et celui de la liberté de Donald Trump, qui veut justement peut-être redonner un second souffle à ce qu'il voit comme étant disons, la survie de l'Occident. Donc, ça, c'est mon analyse un peu éditoriale, mais vous, Jonathan Hamel, vous êtes un investisseur montréalais, mais vous suivez les marchés, notamment le marché de la crypto-monnaie et des minéraux. Donc, ça va être intéressant d'avoir votre point de vue à ce niveau-là parce que les marchés sont très réactifs justement à ce qui se passe à Davos, mais ce qui se passe dans le cycle de nouvelles en ce moment. Alors, Jonathan, parlez-nous d'abord votre impression générale là, sur ce qui s'est passé à Davos cette semaine, le discours de Carney, le discours de Trump. Là, qu'est-ce que vous en avez retenu? Ton introduction est très bonne, Francis. Je pense que c'est vraiment la vision du monde qui nous est présentée de part et d'autre, autant du côté de Trump et du côté des leaders européens qui font une espèce de bloc pour tenter de s'opposer à Trump, si on veut. Et dans le cas de Trump, il y a une certaine contradiction parce que oui, tu as présenté ça un peu comme l'exceptionnalisme américain. Oui, la Constitution, c'est le marché de l'énergie. Mais à la base, Trump utilise aussi des tactiques et des outils qui sont très centralisateurs et qui sont complètement à l'inverse du libre marché, comme les tarifs notamment. Donc, c'est un peu contradictoire à ce niveau-là. De l'autre côté, on a vu évidemment le discours de Carney qui présente une espèce de nouvel ordre mondial où le Canada s'insère dans un genre de bloc européen désaligné complètement des Américains, ce qui est assez spécial là, quand on s'intéresse sur le fond du discours et non sur la forme, là, parce qu'on a quand même une population presque entière qui est obnubilée par la forme du discours et non le fond. Et c'est assez spécial pour un pays comme le Canada, disons, d'agir dans une sorte de politique fiction comme ça, où le Canada pourrait se désarimer de son partenaire économique principal et son voisin géographique, là. Donc ça, il y a une certaine hystérie collective, on dirait, sur cette question-là, là. De mon point de vue, il y a deux grands désaccords de fond, là. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les leaders qu'on pourrait qualifier de nationalistes, un peu comme Trump, ou on pourrait penser aussi peut-être à une moindre mesure parce que c'est l'Europe, mais Giorgia Meloni en Italie. Donc, les nationalistes versus les globalistes. Globalistes, même dans l'entrevue que Carney a donnée justement tout de suite après avec Gideon, là, qui était le Reichman, qui est le journaliste du Financial Times qui l'interviewait. Et à un moment donné, dans sa question, il dit, en parlant à Carney, il lui dit ouais, vous êtes un peu l'épiphanie du globaliste finalement. Donc c'est un peu il s'est fait poser la question directement, Carney, mais donc vous avez les nationalistes et les globalistes d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez un peu ceux qui prônent la liberté et ceux qui prônent un peu la réglementation. Donc là, vous avez l'Europe. Il y a comme deux axes où est-ce que, et plus ou moins, les gens peuvent se qualifier, mais d'une certaine façon, les deux côtés sont représentés, et Carney fait partie de ces globalistes qui veulent de la réglementation internationale, et c'est un peu l'objet de son discours. Comment est-ce que vous voyez un peu ces deux tendances? Est-ce qu'elles peuvent se réconcilier? Non, effectivement, Carney s'inscrit définitivement dans le giron européen là, de centralisation des pouvoirs autour de cet axe-là. C'est à peu près la poursuite de tous les mêmes narratifs que le gouvernement Trudeau précédemment. Là. Il a un peu mis de l'eau dans son vin, par exemple, sur la question énergétique au Canada pour un peu acheter la paix avec l'Ouest, mais dans les faits,
c'est la poursuite à peu près des mêmes objectifs là, globalistes, comme vous avez dit précédemment. Et ça, ça se place complètement en opposition avec notamment l'administration Trump, mais je pense qu'il y a une vague de fond. Tous les acteurs que vous avez mentionnés précédemment, là, notamment Nigel Farage en Angleterre, la droite en France, peu importe ce qu'elle représente, et dans le reste des pays européens, sont tous en avance dans les sondages où ils ont été élus, disons. Là. Donc, il y a quand même une vague de fond qui est complètement déconnectée de ce que les leaders disent à Davos. L'exception, c'est le Canada, là, où on semble encore accroché dans une réalité politique d'une décennie précédente et non pas, disons, arrimé à ce qui se passe dans le reste du monde. On est complètement isolé. Rappelons que Donald Trump a quand même été élu par une majorité d'Américains, gagné les 2 chambres. Donc, c'est pas un accident là, ce qui s'est passé. C'est quand même la réalisation d'une vague de fond démocratique qui est quand même bizarre parce que tout ce qu'on entend dans les médias, ces leaders-là, un peu partout sur la planète, serait un peu une espèce de vague autocratique, non démocratique, alors que c'est à la base, c'est vraiment quelque chose de bottom-up et d'organique et basé sur des intentions, disons, de vote ou des leaders qui ont été élus. Là. Donc, c'est très démocratique comme vague et c'est partout dans l'Occident. Donc, c'est pas juste Donald Trump. Il y a littéralement une vague de droite qui est en train de souffler partout sur l'Occident. Et c'est en réaction avec, disons, les politiques qui ont été amenées dans la dernière décennie par une majorité, disons, de gouvernance principalement progressistes en Occident. Donc, Trump en a parlé dans son discours. Quand on sépare le bruit du fond, c'est difficile à suivre parce que Trump parle longtemps, fait des parenthèses, compte des anecdotes. C'est très difficile de suivre, mais quand on filtre et qu'on se concentre un peu sur les agendas, parce qu'il y en a, il y a clairement des directions claires que l'administration américaine poursuit. Notamment, moi, je pense que ce qui est vraiment la révolution et ce que Trump a amené, c'était une tendance qui était déjà amorcée, c'est l'illustration que la révolution des énergies vertes et renouvelables n'est pas soutenable. Donc ça, c'est démontré. On a vu, d'ailleurs, même le chancelier allemand l'a mentionné, que le pivot vers le renouvelable pour l'Allemagne, ça a été un désastre. L'Allemagne qui vit une des plus grandes baisses de productivité en temps de paix. C'est jamais vu dans l'histoire de ce pays-là, qui est quand même une puissance industrielle et manufacturière, technologique immense dans le monde. Donc, la révolution verte qu'on nous a présentée comme un fait accompli, ça n'arrivera pas. Le pétrole et le gaz sont encore, même le charbon est encore une des ressources les plus en demande sur la planète et ça va quand même diriger et contrôler, disons, le portrait énergétique pour les prochaines décennies. Là. L'Institut mondial de l'énergie faisait un rapport, dans son rapport 2025, dit qu'il n'y aura aucune baisse de consommation du pétrole et de gaz jusqu'à au-delà de 2050. Donc, quand on nous parle, quand les régimes progressistes, par exemple comme Trudeau, Carney, plus près de nous, le gouvernement Legault nous parle de transition avant 2030-2035, c'est complètement déconnecté de la réalité économique et énergétique de la planète. Et ça, Trump nous ramène un peu, l'administration Trump nous ramène un peu dans la réalité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la forme que c'est fait. C'est quelque chose qui était nécessaire et je pense que la droite mondiale, là, que ce soit les conservateurs au Canada ou en Europe, doivent vraiment emprunter et c'est vraiment une opportunité incroyable de pouvoir profiter de ce virage-là, une espèce de retour à la réalité d'un point de vue, disons, d'un point de vue économique et énergétique. Bien, justement, et politique aussi, parce que justement, Carney, dans son discours, il faisait une certaine référence au début de son discours. Il parlait notamment d'un livre, là, The Power of the Powerless, qui était justement un écrivain tchèque là, qui dissident du régime communiste, parce que c'est drôle les références, parce que d'un côté, justement, cette droite dite populiste utilise beaucoup dans son langage l'anticommunisme, la rhétorique anticommuniste, en projetant justement ce communisme-là ou ça comme étant l'ordre mondial du WEF, du World Economic Forum, des ultra-régulateurs, des centralisateurs et tout ça, des globalistes finalement. Donc, et là, Carney utilise la même référence, c'est-à-dire que pour lui, le communisme, c'est-à-dire c'est surtout la loi du plus fort. La loi du plus fort aujourd'hui, c'est Donald Trump. Donc, on a un combat, tous les deux, les globalistes, les nationalistes, les déréglementeurs et ceux qui veulent la réglementation et du contrôle, les deux essaient de s'approprier la logique justement de l'anticommunisme. C'est assez drôle de voir ça.
Non, absolument. Ben, écoute, venant de Carney, qui est quand même une des têtes dirigeantes. Mark Carney était un proche conseiller de Justin Trudeau, a toujours été dans les entourages de Justin Trudeau dans les dernières années, a été proche de tous les régimes progressistes, comme je disais, qui étaient au pouvoir pendant la pandémie d'ailleurs. Donc, c'est quand même ironique d'entendre parler ces gens-là de liberté d'expression, de gouvernance autocratique, etc., alors qu'on voit ce qui se passe particulièrement en Angleterre, où des gens sont arrêtés pour des simples tweets ou des prises de position sur Internet. Donc, c'est vraiment une espèce de gaslighting assez impressionnant, là, justement de faire référence à des dissidents des régimes communistes de l'époque. Et est-ce qu'ils croient à leur propre propagande? C'est un peu ça la question, c'est-à-dire que oui, c'est de la propagande, oui, est-ce qu'ils voient, selon vous, disons, toutes les atteintes à la liberté dont leur régime et leur politique sont la cause? Eux n'ont aucune considération pour ça, là. D'ailleurs, vous avez vu comment Trudeau a été accroché par Ezra Levant. C'est très, très drôle, là. D'ailleurs, Davos est devenu un spectacle pour ceux qui vont à Davos pour humilier les gens à Davos, là. C'est ça l'attraction principale maintenant. Ça a été le cas avec Trump, c'est le cas avec Elon Musk ce matin qui s'exprime devant l'Assemblée. Il y a Javier Milei aussi qui a fait un discours assez choc cette année et l'année passée également. Donc, c'est devenu l'attraction là, pour la droite d'aller à Davos pour rire des gens de Davos et de la gouvernance de Davos. Une espèce de gouvernance d'élite là, qui a à peu près échoué sur toutes leurs prédictions et leurs politiques là, contrôlantes dans la dernière décennie. Donc, non, écoute, évidemment, ces gens-là ont une conception de la réalité qui est complètement déconnectée du réel. Ce que je mentionnais précédemment, le discours de Carney est désarrimé de la réalité géopolitique, économique et sociale du Canada, là. Donc, un pays dont 80% des échanges se font avec les Américains, un pays dont la sécurité est assurée par les Américains. Bon, Trump fait des déclarations très prononcées et qui ne sont pas véridiques. Par exemple, le fait que le Canada profite des États-Unis, c'est vrai dans les faits. Sur le fond, oui. Ben, en fait, les deux pays profitent des échanges. Quand il y a un échange commercial, c'est que les deux partenaires profitent de ça. Les Américains importent le pétrole canadien. Il y a une chaîne de fabrication, notamment dans l'automobile, qui est à travers les deux pays. Il y a plein de maillages économiques, disons, entre les deux pays. Et dans les faits, vous regardez, les gens du nord-est des États-Unis vivent un peu comme les gens du sud de l'Ontario puis du Québec. Là, il n'y a pas de différence culturelle à part la langue et quelques aspects. Donc, c'est une population. Le Canada et le Québec, on est une population nord-américaine qui n'a rien à voir avec l'Europe, à part, oui, on a des racines historiques, ça c'est vrai, mais dans les faits, c'est une totale fiction de penser qu'on peut s'aligner avec les pays européens. Les 2 par 4 qui sortent de l'Abitibi et du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, qui sont livrés par camion, ne vont pas être envoyés au Laos ou à Paris, là. Donc oui, ça se fait, il y a des exportations dans certains secteurs. Ça n'empêche pas qu'on peut diversifier puis trouver des nouveaux partenaires. Mais dans les faits, là, c'est ça que les gens ils doivent vraiment avoir un appel à la raison, là. Le partenaire principal du Canada, ça va demeurer les États-Unis pour le futur à venir. Et je pense que l'erreur que les acteurs politiques et la planète médiatique canadienne est totalement gaslightée par le régime à l'heure actuelle, c'est que la doctrine actuelle de Trump sur le fond de la guerre commerciale, disons le protectionnisme, c'est à la base, c'est une stratégie et c'est une philosophie politique qui était plus associée au Parti démocrate avant. Pour des raisons de proximité avec les syndicats notamment. Donc, quand il y avait eu l'entente sur le libre-échange, les syndicats s'étaient opposés à ça fortement, justement parce que ça bénéficiait principalement au Mexique et au Canada. Des usines ont été faites au Canada et au Mexique qui n'ont pas été faites aux États-Unis. Donc, moi, je pense que l'erreur qu'on fait, c'est de penser que toute la volatilité et ce qu'on voit avec Trump à l'heure actuelle, ça va disparaître avec, premièrement, Trump affaibli au mi-mandat et Trump qui part en 2028. Donc, il y a deux possibilités. J.D. Vance est élu en 2028, ce qui serait la prolongation de l'administration Trump et de la philosophie en quelque sorte. Et 2, un leader démocrate, je pense, qui pourrait gagner. Je pense qu'à l'heure actuelle, le leader, c'est Gavin Newsom, là, indirectement. Mais il pourrait avoir quelqu'un qui arrive du champ gauche là, complètement, qui va se rapprocher de la clientèle des cols bleus qui a voté pour Trump. La clientèle de cols bleus a fait gagner Trump dans les États pivots. Et ce leader démocrate-là va poursuivre la doctrine Trump de guerre commerciale, de protectionnisme à l'idée pour ramener, disons, des usines aux États-Unis, pour s'opposer à cette vision globaliste-là, disons, que tu
que tu as illustré en introduction, qui est vraiment lié au Parti démocrate moderne. Là. Mais historiquement, les démocrates étaient beaucoup plus proches des cols bleus et de la stratégie que Trump parle à l'heure actuelle là, au niveau du protectionnisme économique. Là. Et même de la régulation à l'interne. On pense, par exemple, à la régulation par rapport aux cartes de crédit que Trump a annoncé, qui se rapproche beaucoup de Elizabeth Warren à ce niveau-là. Donc, il y a des terrains communs qui se développent. Et non seulement ça, mais aussi veut réglementer pour empêcher les grands fonds de spéculer sur l'immobilier, dont, par exemple, Blackstone, BlackRock de ce monde. Donc, c'est drôle, vous faites un vox pop dans la rue, vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de capper les taux d'intérêt à 10 %? Les gens vont universellement dire oui. Vous dites, même chose avec l'idée que les fonds financiers spéculent sur l'immobilier. Tous les gens vont être d'accord avec ça en général. Et la minute que vous dites que ça vient de Donald Trump, les gens vont faire le saut. Là. Donc, c'est des politiques. D'ailleurs, Bernie Sanders et Trump sont très proches. C'est une espèce de populisme de gauche et de droite sur les questions économiques. Trump amène des enjeux, amène des aspects qui sont totalement ridicules. Notamment, l'idée sur les cartes de crédit, c'est un peu ridicule sur le fond parce qu'il y a une raison pourquoi les taux d'intérêt sont plus élevés sur les soldes impayés. Si vous ne le faites pas, si vous l'enlevez, il y a un paquet de gens qui perdent leur carte de crédit. Les émetteurs de cartes de crédit ne vont pas soutenir des risques à 10 % pour des clientèles qui sont plus risquées, alors que pour ce rendement-là, tu peux avoir des placements garantis là, ou presque là, dans des dettes de société quand même bien cotées, etc. Donc, il y a une réalité économique là-dedans qui est déconnectée du discours du président, ce qui est le cas sur plusieurs sujets. Là. Le lendemain du discours de Carney, il y a eu le discours de Trump. Bon, tu as parlé justement des grands points importants à retenir, notamment le fait que justement c'est cette... disons, on pourrait dire cette lubie toute la décarbonation globale et intégrale était justement une lubie, donc c'était irréaliste et ça a mis en péril les économies de plusieurs pays, notamment, on a parlé de l'Allemagne, peut-être le Québec aussi, non pas, et le Canada, non pas parce que on a développé cette forme d'énergie, mais en même temps, c'est que ça nous a freiné dans le développement de différentes autres énergies, notamment l'exploration et l'exploitation du pétrole, GNL et tout ça. Donc, il y a la question environnementale qui a été extrêmement importante, mais aussi Trump a fait allusion notamment dans différentes disons allocutions ou entrevues qu'il a données, justement à une nouvelle réglementation qui s'en venait par rapport aux crypto-monnaies. Je sais que vous connaissez beaucoup ce monde-là. Parlez-nous un peu de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui fait obstacle peut-être aux crypto-monnaies dans le monde au niveau des régulations, aux États-Unis notamment, et comment voyez-vous, comment percevez-vous cette éventuelle réglementation du gouvernement américain sur la crypto-monnaie qui pourrait faire en sorte que les États-Unis se placent véritablement au centre de ce nouveau monde financier qui émerge? C'est déjà le cas. Cette administration-là, dès en campagne, rappelez-vous, Trump avait été très vocal là-dessus, s'est entouré de gens de l'industrie. Même son fils lui-même a commencé à faire. Trump est quand même entouré de jeunes, là, donc ça, je pense que c'est quand même... et ça a été important dans l'élection, cet événement-là. C'est quand même une énorme clientèle de détenteurs, particulièrement aux États-Unis, alors que les démocrates étaient totalement en opposition à ça. Donc, c'est une espèce de fossé avec les jeunes générations qui s'intéressent à cette classe d'actifs-là. Et je pense que d'un point de vue politique, ils ont vraiment marqué des points en allant chercher une clientèle, un secteur entier qui était un peu là, isolé par les politiciens. Et ça a amené tout un aspect réglementaire, là, notamment le CFTC, le SEC, tous les organismes réglementaires américains ont, ont permis l'intégration de ces produits financiers-là. Et on a vu par la suite des géants comme BlackRock lancer des fonds négociés en bourse, notamment sur Bitcoin. Donc, je te dirais, c'est l'intégration de facto de quelque chose qui existait déjà. Et ce qu'il a mentionné dans son discours, je pense qu'il est vrai et que c'est factuel, c'est de dire, nous, on l'a fait ça, on a arrimé le système, on a permis à ces actifs-là de faire partie du système financier américain. Et si on ne l'avait pas fait, ces investissements-là, cette expertise-là serait allée ailleurs, notamment en Asie et en Chine. Et ça, je pense que c'est un gain net pour les États-Unis et c'est un gain net pour l'Occident que le marché financier américain, qui est le plus grand marché au monde, permette d'intégrer, de développer ces technologies-là. Là. Donc ça, c'est de façon non partisane, là, je pense que c'est un gain net pour la technologie de cette classe d'actifs-là. D'ailleurs, les démocrates vont devoir bouger. C'est un risque sous-jacent à l'heure actuelle sur le marché crypto, c'est que
s'il y a un recul, notamment au niveau électoral des républicains, par exemple, c'est prévu que les démocrates reprennent une chambre. S'ils reprennent les deux, ben, il y a une peur à l'heure actuelle, il y a un risque que les démocrates renversent certaines réglementations pro-crypto que l'administration Trump a passé. Là. Donc, c'est un des risques qu'on voit actuellement. C'est pour ça que le marché crypto a tendance actuellement à plafonner. Là. Il y a une espèce de peur réglementaire, risque réglementaire devant. Et ça, malgré le fait que l'administration amène un projet de loi là, quand même assez gros pour intégrer davantage cette classe d'actifs-là dans le secteur financier américain. Et donc, on voit aussi comment, bon, par exemple, mercredi dernier, justement, pendant le discours de Trump, qui s'est suivi d'une rencontre à huis clos, qui a réglé la question, entre guillemets, qui a donné concept of a deal, comme pour employer les termes de Trump. Donc, ce concept de partenariat sur la question du Groenland, et dans une entrevue aussi qu'il a donnée à CNBC, disait, bon, c'est pour combien de temps? Est-ce que c'est temporaire, cette entente-là? Non, il a dit forever. Donc, immédiatement, les marchés ont remonté. Donc, il y a eu vraiment une baisse dramatique des marchés hier, mercredi, et au milieu de journée, et dès que Trump a commencé à dire justement que c'était réglé, qu'il n'y aurait pas de tentative militaire et que toutes les questions de tarifs avec les Européens étaient réglées, et là, le marché a augmenté au même moment. Et c'est la même chose pour la crypto. Au même moment, une bonne partie des actifs de crypto-monnaie ont augmenté ensemble. Donc, il y a une espèce de corrélation désormais entre la crypto-monnaie et les marchés en général. Comment est-ce que vous voyez ça d'une certaine façon, cette entre guillemets volatilité ou cette, on pourrait dire, impact que peut avoir un président américain par un seul tweet sur les marchés? C'est des milliards et des milliards de dollars. Là. Vous avez vous-même notamment tweeté la question sur s'il y a des grands risques d'initiés qui peuvent être liés à ce genre d'interférence. Là. Comment est-ce que vous voyez ça un peu, cette volatilité due à des tweets et des posts X de présidents américains? Ben, c'est complètement disproportionné l'impact. Là. Le président peut faire monter et baisser le marché à sa guise. C'est du jamais vu dans l'histoire. Ce n'est pas des compagnies précises, c'est les index qui impliquent des trillions de dollars d'actifs sous-jacents qui bougent sur un seul mot ou un seul tweet du président. Et c'est évident qu'il y a des gens dans l'entourage qui savent que des politiques vont être énoncées et que ça va avoir un impact sur le marché. Maintenant, comment c'est utilisé, on ne le sait pas. On peut émettre l'hypothèse qu'il y a des gens qui en profitent, c'est sûr. Maintenant, effectivement, la crypto en général, Bitcoin, corrèle avec le risque depuis un bon moment, ce qui est problématique à mon avis, parce que dans les faits, ça ne devrait pas. Le Bitcoin, la cédule d'inflation de Bitcoin n'est pas impactée par le fait que par quelconque facteur, en fait, c'est quelque chose qui est fixe, qui est déterminé dans le temps, de façon dans le logiciel. Donc, par contre, le marché a déterminé que c'est un actif qui corrélait avec le risque. C'est découplé de ça complètement l'or. Maintenant, l'or a pris énormément de vigueur dans la dernière année, continue sa lancée. Même quand les actions montent ou que les actions descendent, en général, l'or semble être découplé de ça. On a vu également les bons du Trésor de longue durée, particulièrement en Asie, dont le Japon, qui ont marqué des baisses. C'est quand même marqué. Là. Donc, le rendement sur les bons explose. Même chose avec... le marché obligataire envoie des signaux que le marché boursier ne semble pas voir à l'heure actuelle. Là. Donc, ça, c'est assez inquiétant je pense, on semble être sur une fin de cycle là, du marché boursier à l'heure actuelle. Le marché semble plafonner, malgré de la croissance soutenue aux États-Unis, malgré des résultats financiers des sociétés qui sont quand même bons. N'empêche que d'un point de vue historique, la valeur du marché à l'heure actuelle est quand même élevée. Donc ça semble ralentir le marché sur le fond. Et il y a quand même du risque. Il y a quand même beaucoup, malgré le fait, et c'est quand même surprenant que après 10 ans, Trump, on le connaît depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il a été soit élu ou qu'il est en campagne, élu une deuxième fois. Et le marché prend encore pour du cash des affirmations qu'on sait par la suite qui sont quand même, c'est des enflures verbales, c'est des exagérations volontaires à des fins de négociation. Et le marché ne semble pas escompter jamais
ses paroles. C'est sûr que c'est le président des États-Unis, c'est le commandant-chef des forces armées américaines. Là. Le point, c'est que c'est qu'avec le temps, on aurait dû... Je pense que le marché aurait peut-être dû s'adapter un peu aux déclarations qu'il fait. Et évidemment qu'il n'allait pas avoir d'invasion armée du Groenland. Là. Ça, un peu tout le monde le savait. Non, mais en même temps, est-ce que ça peut être dû, justement, on sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les robots ont un impact très grand dans les transactions qui sont faites des grands hedge funds et tout ça. Est-ce que ça peut être un peu cette incapacité des robots à comprendre l'ironie? Oui, évidemment. Ils analysent le langage et voient un risque. Ce qui est risqué dans ce qui se passe à l'heure actuelle, puis je pense que c'est un peu, c'est pas assez apprécié, là, cet aspect-là, c'est que suite à rappelez-vous, là, le Liberation Day là, en avril, le marché a chuté drastiquement parce qu'on entrevoyait un monde où tous les pays vont avoir des tarifs majeurs. Et là, après ça, l'administration Trump a procédé à des ententes à la pièce avec plein de pays. Et beaucoup, souvent, des handshake deals. Là. Il y a souvent pas d'entente qui a été signée, mais beaucoup d'ententes à la pièce qui ont été signées, souvent avec des menaces. Là. C'est une espèce c'est un peu des tactiques là, du crime organisé là, pour gérer les ententes avec les pays, là, si on veut. Et par la suite, ce qui est grave à l'heure actuelle, et à mon avis, ce qui est risqué, c'est le fait qu'il y a des retours sur les ententes. Par exemple, l'Europe là, a suspendu l'entente qui avait été supposément... En fait, l'entente n'a pas été ratifiée par le Parlement, par les pays d'Europe, je pense, à l'heure actuelle. Là. Donc, quoi qu'on ne sait plus maintenant, ce vendredi matin, on ne sait plus où est-ce que ça en est, là, parce que justement, il y a eu ça s'est passé très, très vite, la séquence. Énormément de risques. Le marché avait escompté complètement ça. Rappelez-vous, il y avait eu une reprise en V des marchés boursiers suite à ces ententes de libre-échange, de trade avec les pays qui étaient menacés de tarifs. Et là, on revient un peu à la case départ, là, malgré le fait que les tarifs ont été enlevés hier parce que le dossier du Groenland est supposément réglé. Et le fait qu'on retourne en arrière, à mon avis, ça implique le fait que ça peut encore recommencer. Là. Puis je pense que les pays européens qui semblent vouloir s'opposer à Trump en bloc ont un intérêt à en trancher. Trump est invincible à l'heure actuelle à cause des marchés boursiers à des sommets. Là. Donc, si les leaders européens font front commun et décident de garder, on va raviver le narratif de la guerre commerciale, on va s'opposer, on va peut-être même mettre des tarifs punitifs aux États-Unis. Donc, si dans le narratif financier général du marché boursier, la guerre commerciale revient, un peu comme au printemps, avec une espèce de deuxième manche de ça, je pense que ça pourrait être extrêmement, extrêmement négatif là, pour les marchés. Et je pense que les Européens, en général, les leaders européens qui s'opposent tous à Trump, là, en majorité, à part Mélanie, si on veut, là, ont quand même la capacité de brouiller un peu les cartes là-dessus. Là. Trump peut dire ce qu'il veut, oui, et faire monter le marché, mais jusqu'à un certain point, il faut voir comment les Européens vont jouer à la balle avec lui là, dans les prochaines semaines. Mais je pense que les opposants à Trump à l'heure actuelle sur la scène internationale là, ont, je pense, un intérêt à affaiblir le plus possible le président dans les mi-mandats qui s'en viennent. Et ce qui tient... L'administration Trump est intouchable à l'heure actuelle parce que, bon, l'inflation a en quelque sorte baissé, le prix du pétrole a baissé à la pompe. C'est un facteur majeur aux États-Unis, c'est le prix de l'essence à la pompe, qui a quand même baissé partout au pays. Et aussi la vigueur du marché boursier qui rend Trump en quelque sorte invincible. Donc, ça, c'est une des cartes, je pense, que les Européens ont. Et ils ont vu que dans les derniers... Historiquement, Trump a cédé quand il y a eu des grandes corrections boursières. Là. Donc, ça, c'est une des cartes, je pense, qu'ils ont. Ils ont mentionné le fait de peut-être vendre des obligations américaines pour faire monter le rendement et forcer la main de Trump. Ça, c'est un aspect. Difficile à voir d'un point de vue réaliste, ça peut être fait. Là. Il y a aussi, je pense qu'il peut y avoir une espèce de narratif de guerre commerciale qui est relancé par les Européens. Dire, regardez, on va s'opposer à des secteurs qui feraient mal, notamment des leaders comme NVIDIA, des leaders technologiques comme Tesla, etc. Donc, des barrières additionnelles qui pourraient là, ça pourrait amener un vent de face quand même majeur à un marché qui a de la misère, je pense, à décoller à l'heure actuelle, là, sur un momentum, disons, de plus de fin de cycle que de début de cycle. Mais en ce moment, justement, Trump a dit cette semaine, justement, en entrevue encore, que pour lui, c'est pas nécessairement la menace européenne et tout ça, l'instabilité sur les marchés qui plafonnent le marché, mais plutôt, bon, les taux d'intérêt. Là, il a parlé justement de Jerome Powell et tout ça, et il a même dit que si ce n'était pas des blocages de la Banque centrale américaine, le marché, entre guillemets, pourrait doubler encore dans un near future. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est complètement ridicule comme information. Il a dit que le marché pourrait
Je pense que c'est Lotnick qui dit ça aussi, qui dit là, on a 3 % de croissance, on pourrait avoir 6 si les taux d'intérêt étaient à 1 %. Pourquoi pas les mettre à 0 % et avoir 12 % de croissance? Là? Donc, c'est complètement ridicule comme affirmation. Trump, comme spéculateur immobilier, voit les taux d'intérêt comme un coût uniquement du capital et il devrait éternellement être à 1 % alors que ça a des impacts quand même majeurs. Là. C'est une bombe à retardement. C'est une question de temps avec l'inflation remonte aux États-Unis. Particulièrement aussi avec les tarifs. Ça n'a pas arrivé, du moins pas substantiellement jusqu'à présent, mais c'est quand même un coût additionnel pour l'ensemble des importateurs américains et qui est refilé aux consommateurs américains. Donc, c'est ce qui sauve l'administration Trump à l'heure actuelle, c'est vraiment le prix du pétrole là, qui a été contrôlé par différents facteurs, notamment la production mondiale. Mais à la pompe, ça se transcrit par un coût qui a été plus faible pour le consommateur. Là. Donc, il faut rappeler, au-delà des discours catastrophistes que vous entendez dans les médias canadiens et québécois, le taux d'approbation de Trump au début du deuxième mandat là, est supérieur à ce qu'était Obama au début de son deuxième mandat. Donc, dans les faits, si vous parlez à des gens qui sont aux États-Unis, on parle beaucoup moins de Trump qu'ici. Là. Donc, nous, on le voit sous un prisme canadien-québécois et même européen des fois avec les médias qu'on voit, mais les Américains ne le voient pas du tout du même œil. Là. D'ailleurs, d'un point de vue historique, il est dans une fenêtre d'approbation qui est similaire au président qui était quand même populaire à l'époque, comme notamment Obama, suite à sa réélection. Oui, c'est justement en terminant, Jonathan Hamel, d'un point de vue québécois, lorsqu'on regarde un peu tout ce qui se passe, on note, de par le traitement médiatique qui est fait de ces grands enjeux internationaux, c'est comme si ils ne font que parler de Trump, ils ne font que parler de la politique internationale et de ce point de vue, on se rend compte que les médias eux-mêmes et le Québécois eux-mêmes se rendent compte de leur, entre guillemets, insignifiance au niveau des grands enjeux internationaux. C'est comme si le marché médiatique lui-même avait compris, ou disons le sens commun lui-même de la population au Québec avait compris que dans ce nouveau monde, nous n'avions plus aucun poids, donc ça donne absolument rien de s'intéresser à nos enjeux plus locaux, là, mais notamment la politique. Lorsqu'on regarde le Parlement du Québec, que peut faire le pouvoir provincial québécois aujourd'hui dans le monde qui s'en vient, même dans l'hypothèse que nous serions un pays, qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre hauteur, sinon se gérer nous-mêmes dans nos petits problèmes? Il y a comme une déconnexion. Est-ce que c'est ce monde où les petits, comme le Québec et même le Canada en l'occurrence, ça devient d'une certaine façon on assiste de par la logique même de ce qui est en train de se passer à une mondialisation d'une certaine façon des enjeux, à une dénationalisation. L'ironie, c'est qu'on est insignifiant sur la scène internationale, principalement pour des causes domestiques. Le Canada, regardez la courbe de croissance du PIB par habitant du Canada versus les États-Unis depuis 20 ans. Il y a une fracture marquée depuis l'arrivée de Justin Trudeau. Où le revenu par habitant des Américains et des Canadiens était similaire il y a 15 ans. Et maintenant, celui des Américains est supérieur de 30 %. La décennie gaspillée. C'est une décennie gaspillée. Le pays, c'est le régime libéral des dernières années, et ça s'étend aussi aux gouvernances des provinces, là, parce que les provinces ont contribué à ça également. C'est littéralement le déclin, la stagnation et le déclin par rapport au reste de l'Amérique du Nord, particulièrement les Américains. Donc ça, il y a un constat à faire de ça. Et effectivement, ça comble un genre de vide. Là. Trump, c'est une espèce de série télévisée qui nous est gavée par les médias. Et ça permet justement d'ignorer les problèmes domestiques qui sont quand même majeurs au Québec, au Canada, dans les villes également. Donc, c'est un peu irresponsable et ça fait appel à une population plus âgée. Vous avez vu la fracture au niveau démographique dans les intentions de vote. 50 % des gens de moins de 50 ans voteraient pour les conservateurs. 50 % pardon, des gens de 34 ans et moins voteraient pour les conservateurs, alors que c'est l'inverse pour les 60 ans et plus. Donc, il y a une guerre entre la population active, qui est principalement les jeunes, qui voteraient pour un changement vers une gouvernance plus un retour à la base, présenté par les conservateurs tant dans les provinces qu'au pays, et les 60 ans et plus qui sont à la retraite, dont la valeur de la résidence s'est appréciée dans les 10-20 dernières années, qui n'ont plus de considération économique immédiate et même de sécurité.
Donc, c'est un peu la même dynamique de peur qu'on avait pendant la pandémie, là. C'est une ignorance totale des plus jeunes et des générations futures pour des considérations, disons, alarmistes à la petite semaine, qui fait appel principalement aux boomers là, qui regardent ces médias-là. Puis qu'est-ce qui est sur votre radar là, dans les prochaines semaines? Et si première question, si la tendance se maintient, quels seront les indicateurs économiques et sociaux, là, qu'est-ce que ça va avoir l'air au Canada si la tendance se maintient, si on continue à s'enfoncer dans un narratif découplé de la réalité et s'aliéner notre plus grand partenaire commercial. Puis dites-nous après qu'est-ce qui justement est sur votre radar à ce niveau-là là, dans les prochaines semaines. C'est une très, très mauvaise nouvelle pour les conservateurs au Canada, ce qui se passe, parce que Carney a en quelque sorte capturé la politique canadienne avec le narratif actuel. On voit c'est un peu la même dynamique que la pandémie, là. Tu peux pas amener un point de vue tempéré, tu es automatiquement qualifié comme un allié de Trump, etc. Donc, c'est très difficile pour la droite mondiale. D'ailleurs, au Danemark, je pense que la droite était en montée et là, un effondrement, particulièrement à cause de la question du Groenland, exactement comme ça s'est passé au Canada. Toute la droite mondiale est entraînée dans le giron de Trump, si on veut, là, à tort ou à raison. Et dans les faits, ça se produit. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour les conservateurs qui sont un peu des passagers là, dans cet autobus-là. Au niveau du Québec, c'est la même chose pour le Parti québécois. Le Parti québécois, c'est une très mauvaise nouvelle ce qui se passe parce que les gens, en très grande majorité, se rallient à l'unité canadienne et le chef qui est Mark Carney. D'ailleurs, c'est la meilleure démonstration de ça, c'est que la moitié des souverainistes ou presque ont voté pour les libéraux dans des comtés où le Bloc québécois était élu. Donc, ils ont quand même porté au pouvoir ce gouvernement-là au Canada. Donc, c'est à peu près la même dynamique que pendant la pandémie. C'est assez inquiétant de voir que les Canadiens, les Québécois, embarquent dans à peu près tous les psyops politiques sans débat ou sans discernement et sans considération pour de façon budgétaire, de façon économique, de façon sociale, pour particulièrement les générations à venir mais de façon culturelle aussi. On est totalement otage de narratifs comme ça et en grande partie à cause des médias. Et c'est inquiétant, ça, honnêtement, comme société. Alors qu'on s'est toujours présenté comme étant distinct, des gens moralement supérieurs aux Américains, alors qu'en réalité, on est vraiment otage des narratifs politiques qui nous sont gavés. Là. Et donc, finalement, c'est faire le jeu de Trump que voter pour les partis anti-Trump, puisqu'on affaiblit nos propres pays, et donc lui, le gros bout du bâton. Exact. Et de point de vue économique, c'est la continuité. Il n'y a pas de surprise avec Carney. Carney est beaucoup plus habile, probablement plus compétent sur le fond que Trudeau, oui. Et c'est les mêmes personnes qui sont autour de lui. C'est la même continuité. Je ne pense pas qu'il va y avoir de développement au niveau énergétique. Il n'y aura pas de grand développement au niveau de l'infrastructure. Le Canada va demeurer un retardataire par rapport à la croissance américaine. Et le Québec est aussi le plus grand retardataire. Regardez la croissance économique de 2025. Le Québec est en queue de peloton là, au Canada. Donc, c'est vraiment une tempête parfaite ici au Québec. Il y a une espèce d'inertie au niveau de la gouvernance future. On voit à peu près l'ensemble du gouvernement en place est en train de démissionner. Personne ne veut se porter à la tête du parti où la personne qui gagne la chefferie est premier ou première ministre. C'est quand même spécial. Là. Personne d'envergure veut se présenter là. Donc, c'est pas une période très, très honorable là, pour le Québec et le Canada à l'heure actuelle. Là. Donc, c'est sur ces belles paroles d'encouragement que nous allons nous retrouver dans quelques semaines pour continuer ces discussions et cette analyse de l'actualité là, qui va très, très vite. Alors, Jonathan Hamel, et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes collaborateur à Libre Média, mais vous êtes principalement investisseur à Montréal spécialisé dans la crypto-monnaie ainsi que les matériaux tels que l'or et l'industrie minière. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et dans cette deuxième partie d'émission, nous avons la joie d'être accompagné de Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas, bonjour. Bonjour à vous. Alors, Nicolas, bonne année.
Tout d'abord, c'est la première fois qu'on se voit cette année. Donc, vraiment le meilleur pour vous personnellement et pour la Fédération, puisque vous travaillez fort pour nous défendre devant ces gouvernements qui souvent n'ont que peu de scrupules à les piger dans nos poches, comme on dit. Mais justement, peut-être en commençant cette année, là, le 14 janvier, François Legault, premier ministre du Québec et chef de la coalition Avenir Québec, a remis, entre guillemets, sa démission ou a annoncé sa démission prochaine, là, lorsque le processus de remplacement du chef va se faire dans son parti politique. C'est un peu l'occasion avec vous pour faire un peu le bilan. Pour vous, Nicolas Gagnon, quel est l'héritage justement de François Legault au niveau de l'économie et de la situation des contribuables au Québec? D'entrée de jeu, je veux dire, bonne année à vous aussi et à tous les auditeurs et toute l'équipe de Libre Média. Puis on va souhaiter comment dire, qu'on ait un meilleur bilan pour l'année 2026 que ce qui nous a été donné par maintenant le premier ministre sortant, M. François Legault, parce que, disons-le franchement, on peut quand même saluer les 25 années de politique d'une personnalité publique, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est pas une raison pour autant pour fermer les yeux sur son bilan. Et disons que le bilan de François Legault, à plusieurs égards, est pas tout à fait intéressant, voire il est même désastreux d'un point de vue de finances, de fonction publique. J'ai quand même été respectueux à son égard là, quand il y a eu la démission annoncée le 14 janvier dernier. J'ai fait une publication pour quand même saluer son devoir politique et aussi, plutôt ses accomplissements politiques, mais aussi de souligner les quelques bons points de son gouvernement par rapport aux contribuables. Je pense qu'on peut quand même, on ne passera pas sous silence l'harmonisation de la taxe scolaire qui a été une des premières mesures pro-contribuables faites par le gouvernement de la CAQ dans son premier mandat. Il y a aussi eu la première baisse d'impôts, plutôt la baisse d'impôts d'1 point de pourcentage pour les 2 premiers paliers d'imposition qui a été livrée en juillet 2023. C'était la première baisse d'impôts en pas loin de 20 ans au Québec. Donc, ça vaut la peine d'être martelé. Puis, en fait, d'utiliser cet exemple-là pour espérer qu'il y ait d'autres baisses d'impôts dans le futur. D'ailleurs, la CAQ s'est engagée à faire une baisse d'impôts de 2,5 points de pourcentage sur 10 ans. On a juste eu 1 point. Donc, il va falloir effectivement voir si la personne qui va succéder à François Legault va maintenir cette promesse-là. Et puis, finalement, l'autre point que je voulais saluer de son règne, c'est la fin du prix plancher sur l'essence. Le Québec était pas mal la seule province avec ce mécanisme-là à travers tout le Canada. La Fédération canadienne des contribuables, du moins pour le mandat de mon prédécesseur et pour le mien, où je suis en place depuis 2022, on a martelé à plusieurs reprises à quel point c'était nécessaire de se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce mécanisme-là. Et ça fait pas mal le tour, en fait, des bons points du gouvernement Legault en ce qui a trait aux contribuables, parce que pour le reste, le bilan global, c'est des déficits records, c'est aussi la décote du Québec est une première en pas loin de 30 ans. C'est aussi la fonction publique. On a engagé pas loin de 100 000 nouveaux employés dans le secteur public et parapublic. Ça a alourdi les finances publiques. Ça a causé aussi en bonne partie les déficits qu'on connaît présentement. Bref, tout ça étant dit, en plus, faut rappeler que le Québec est aussi la seule place avec une taxe carbone provinciale parce que le gouvernement du Québec a refusé de l'abolir alors que dans le reste du Canada, c'est disparu. C'est des opportunités manquées. C'est aussi un bilan raté à plusieurs égards. Donc, pour François Legault, puis je pourrais aussi parler là, de sa fameuse filière électrique où est-ce que les fiascos s'enlignent les uns après les autres. Donc, disons que son bilan, il est pas mitigé. Il est juste simplement très mauvais. Il y a quand même une raison pour laquelle il démissionne. C'est certainement pas parce qu'il a le goût de faire autre chose, parce qu'il y a quelques semaines avant sa démission, il disait qu'il voulait rester puis qu'il voulait faire un 3e mandat. Donc, il a dû se passer de quoi? Il a dû avoir des discussions en famille durant le temps des fêtes, puis j'ai quand même martelé que la famille passe avant tout. Donc, si c'est le cas, tant mieux. Mais clairement, son impopularité, puis le fait que Christian Dubé a claqué la porte, qui était pas mal le numéro 2 de la CAQ, là, il y a ça une semaine ou deux avant Noël, ça fait partie des éléments qui ont dû clairement l'emmener à démissionner. Et on va espérer que son successeur ou sa successeur fasse mieux, parce que disons-le franchement, la barre est pas très haute non plus, là. Oui, puis on peut penser aussi à tous les scandales liés à la gestion de la pandémie, la gouvernance sanitaire, les contrats sans appel d'offres. On pourrait penser aussi au scandale SACLIC et tout ça. Donc, on est vraiment peut-être arrivé au bout d'un modèle, c'est-à-dire c'était celui dont il se vantait, c'est-à-dire même avec Fitzgibbon, on est dans l'interventionnisme économique. Là. Pouvez-vous nous
nous expliquer un peu de quoi s'agit-il? Parlez-nous un peu de cette école de pensée qui voit dans le gouvernement, disons, quelqu'un qui peut... disons, un instrument pour diriger l'économie, pour sélectionner qui gagne, qui perd. Parlez-nous un peu là, de cette philosophie économique, là, puis en quoi ça a eu des effets délétères sur l'économie du Québec. Ben, en fait, c'est une philosophie qui est largement liée au keynésianisme, mais qui porte un nom différent parce que c'est comme le cousin un peu encore plus anormal, là, parce que le keynésianisme, on encourage, le gouvernement va intervenir dans l'économie, que ce soit avec des subventions, des projets d'infrastructure, justement pour s'assurer de garder l'emploi à un bon niveau, puis de faire en sorte qu'il y ait de l'activité économique. Il faut dire que ça a convaincu plusieurs écoles, plusieurs gouvernements à travers les années, mais le corporatisme, lui, qu'on voit au Québec, c'est quand même c'est un peu différent. Parce que là, c'est pas juste de distribuer des subventions aux entreprises de différents secteurs, mais c'est carrément de choisir des joueurs avec l'argent des contribuables puis de faire des paris qui vont essentiellement être à haut risque. Les deux meilleurs exemples qu'on peut prendre là, de la filière électrique, c'est bien sûr Nordvolt, qui était une jeune pousse suédoise qui était à peine née, en fait, là, que soudainement le gouvernement du Québec s'est dit ça serait une bonne idée de mettre de leur promettre pas loin de 3 milliards de dollars. Puis le gouvernement fédéral voulait aussi embarquer là-dedans à concurrence de 3,7 milliards. Bref, on voulait lancer des sommes colossales sur une entreprise dans laquelle le gouvernement suédois n'avait pas mis d'argent de son côté. Donc ça, il faut quand même rappeler que c'est le gouvernement local où est-ce qu'une start-up a vu le jour ne met pas d'argent dans cette start-up. Pourquoi est-ce qu'un gouvernement étranger comme le nôtre irait dans ce genre de pari-là? Et il y a un autre exemple. Juste pour vous couper de 30 secondes, c'est que est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'amateurisme? Parce qu'on pourrait penser que il y a des grands fonds d'investissement qui font de l'investissement de capital de risque et qui, à la fin, disons, ont des bénéfices. Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème aussi de compétence au niveau du gouvernement? C'est-à-dire que si on avait peut-être la même philosophie, mais avec des gens compétents, capables de dénicher les véritables pépites ou les diamants cachés, là, ou disons non encore taillés, comme on dit, est-ce que on pourrait défendre ce modèle-là ou, selon vous, c'est, disons, les gouvernements qui décident de eux-mêmes faire du capital de risque ou d'investir ou faire du dirigisme économique est nécessairement voué à la perte, à perdre les fonds et finalement à l'échec de leur intention? En fait, disons-le franchement, le gouvernement ne devrait jamais faire du capital de risque avec l'argent des autres, donc l'argent des contribuables dans ce cas-ci. Puis si, l'initiative ou l'entreprise comme telle, la jeune pousse, a vraiment un potentiel intéressant et une bonne feuille de route, une bonne capacité à remplir ses promesses, ses obligations envers ses actionnaires, généralement, les capitaux privés vont se charger elles-mêmes de financer l'initiative. Puis d'ailleurs, ils n'ont pas eu tant de difficultés à trouver des investissements aux États-Unis pour financer une bonne partie de leurs différentes opérations qui n'auront finalement pas vu le jour pour Nordvolt. Mais au final, c'est pas juste... je veux dire, si le privé peut s'en charger, pourquoi est-ce que le gouvernement le ferait? Puis si le gouvernement décide de le faire à un aussi haut niveau de risque, c'est là qu'on peut se dire, OK, il y a peut-être anguille sous roche. Parce qu'un gouvernement ne devrait pas faire ça d'aucune manière. Que le gouvernement décide d'intervenir, puis on ne va jamais encourager ça, mais qu'il décide d'intervenir de manière sectorielle ou qu'il décide de participer lui-même à des projets d'infrastructure, ça fait un peu plus de sens qu'un gouvernement qui décide de garrocher de l'argent des contribuables dans une initiative privée qui vient de débarquer de nulle part, dans un contexte où est-ce qu'on est aussi dans une haute compétitivité. Il faut rappeler le contexte où est-ce qu'on a décidé de développer cette filière électrique-là. Et c'était essentiellement pour faire compétition avec la naissance ou plutôt la relance de la filière électrique aux États-Unis. Sous l'administration de Joe Biden, il y a eu ce qu'on appelle la Inflation Reduction Act qui avait été passé à l'époque et qui porte drôlement ce nom-là parce que le nom veut dire essentiellement la loi pour la réduction de l'inflation. Mais finalement, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars qu'on lançait sous forme de subventions, notamment à la filière électrique américaine. Et donc, c'est une des raisons qui a été très souvent utilisée, pas juste au Québec, mais aussi en Ontario, puis par le gouvernement
gouvernement fédéral pour justifier des dizaines et des dizaines de milliards de dollars en subvention dans ces différentes initiatives. On parle de Nordvolt, mais il y a aussi eu Lion Électrique qu'on connaît qui essaie de se relancer, puis bonne chance. Mais il y a aussi Stellantis, il y a Volkswagen, il y a Honda, il y a un paquet d'entreprises qui sont installées en Ontario avec ce même type d'approche-là. Et c'était essentiellement parce qu'on essaie de se coller à la nouvelle dynamique nord-américaine qui était finalement de courte durée. Parce que dès que Donald Trump est arrivé au pouvoir, ben, la Inflation Reduction Act a pris le bord. La filière électrique, leurs ardeurs ont été refroidies, mais pas à peu près. Et donc, ben finalement, de notre côté, on réalisait, puis ça, c'était une condition, en fait, qu'il faut le rappeler, les subventions à la production qui étaient offertes pour l'ensemble des entreprises au Canada dans lesquelles le gouvernement fédéral s'est embarqué, puis aussi le gouvernement québécois, avec notamment Nordvolt, c'était que si le gouvernement fédéral américain maintient la Inflation Reduction Act, nous, on maintient nos subventions. S'ils s'en débarrassent, nous, on va faire pareil. Donc, il y avait comme cette condition-là qui était assez importante, et finalement, ben, l'effondrement de la IRA aux États-Unis va mener à cette conséquence-là de notre côté. Puis, ben, finalement, c'est la transformation du marché. Essentiellement, les gouvernements, puis ça, ce qu'il faut retenir de tout ce fiasco dans lequel nous a empêtré le gouvernement de François Legault avec sa filière électrique, c'est que, oui, il y a de l'amateurisme, mais tu sais, quand on se pense supérieur au marché, ben généralement, le marché, il nous crache d'en face au retour. Puis c'est un peu ce qui s'est passé. C'est comme si on essaie déjà de déterminer que les 15-20 prochaines années vont se définir à l'entour de la filière électrique et que le pari en vaut la chandelle, alors qu'on avait de la difficulté à avoir la prévisibilité pour les 4 prochaines années. Or, qu'est-ce qui arrive s'il y a un changement de gouvernement? Ne serait-ce pas Donald Trump, ne serait-ce que les républicains. Clairement que cette politique-là aurait changé, puis la donne aurait changé. Et on voit à peu près partout dans le monde présentement avec l'abandon ou plutôt la remise à plus tard des objectifs sur les voitures électriques qui sont provoqués par plusieurs facteurs également, mais le ralentissement des filières électriques en est un des principaux. Donc, tout ça pour dire que finalement, ça a été un pari très risqué. Le gouvernement aussi de François Legault était beaucoup plus a distribué beaucoup plus de subventions aux entreprises que le gouvernement de Philippe Couillard, là, quand on prend les 2 premiers mandats. On est vraiment à des années-lumière en termes de montant. C'est quand même assez catastrophique que le gouvernement qui nous promettait de mettre fin à cette culture des subventions aux entreprises a maintenu finalement le cap là-dessus puis a fait pire que son prédécesseur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre façon? Parce que ce qu'on remarque aussi, c'est que les gouvernements, on pourrait pas, dans ce sens-là, on pourrait penser au gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral, sont d'une certaine façon, oui, dans le dirigisme économique, mais aussi dans une espèce de mariage entre des valeurs d'une part et le pragmatisme d'autre part. Et ils sont aussi, de par ce fait même, vulnérables aux différents narratifs, aux différents récits qui tournent autour, par exemple, de l'environnement, qui tournent autour de justement la filière électrique. Elle était, disons, moussée beaucoup par le discours environnemental. Donc, on pouvait penser qu'il pouvait être, payant à court terme au niveau électoral pour ces gouvernements-là de prendre... de bénéficier, de tirer capital pour de ce narratif environnemental en se lançant dans la filière électrique. Donc, il y a une certaine vulnérabilité des gouvernements par rapport, disons, au narratif qu'on voit dans les médias et tout ça, et qui peut les pousser à faire des investissements risqués. Là, c'est ce qu'on voit. Puis, je voudrais rapprocher ça peut-être, vous me direz ce que vous en pensez, avec, disons, le discours qu'on a vu de Mark Carney à Davos, où est-ce qu'il était très agressif et qu'il vraiment, disons, avait de l'air de vouloir consommer le divorce avec les États-Unis. Les 2 mots qu'ils employaient pour, disons, qualifier sa stratégie, c'est d'avoir un pragmatisme, oui, mais, disons, en accord avec nos valeurs. Donc, pour lui, il y a les 2 éléments, pragmatisme d'une part et, disons, l'adéquation avec des valeurs, tandis qu'on a l'impression qu'aux États-Unis, on est davantage dans le pur pragmatisme, disons, sans faire de la morale, sans ajouter un vernis de morale aux différentes politiques auxquelles on a affaire. Et donc, est-ce que tu penses, selon toi, que ce qui est en jeu en ce moment, c'est justement une bataille entre les purs pragmatiques d'une part et d'autre part, ceux qui essaient de teinter leur pragmatisme de vernis de morale et de valeur?
Ben, c'est sûr et certain que on est dans la continuité en ce qui a trait au gouvernement fédéral présentement. Ça reste quand même le même gouvernement que celui de 2015 où à peu près c'est les mêmes individus, c'est à peu près les mêmes ministres et c'est aussi à peu près les mêmes valeurs qui dictent les politiques publiques du gouvernement canadien. Il faut rappeler que Carney était quand même dans l'ombre de Trudeau au moins 5 ans avant qu'on le voit apparaître dans une course à la chefferie qui était ma foi, on pouvait déjà voir les résultats d'avance avant même que les premiers débats entre les principaux candidats et candidates aient lieu. Mais il n'en reste que c'est ça, pour la question oui, des valeurs qui vont teinter peut-être l'alignement et autres, c'est là que ça devient un peu paradoxal pour le gouvernement canadien parce que d'une part, on veut comme à la fois définir notre économie et nos relations commerciales en fonction d'un désalignement face aux Américains, mais aussi d'un alignement sur nos valeurs, donc inclusif, multiculturel, qui est, comment dire, pas nécessairement béni oui-oui, mais qui est très axé sur la diplomatie. On peut s'entendre avec tout le monde. Mais de l'autre côté, on se rapproche de pays comme la Chine et comme le Qatar pour prendre nos distances avec les Américains. Donc, il va falloir me dire avec quelles valeurs canadiennes ça rime de se rapprocher de pays qui sont essentiellement des dictatures. L'une, on applique la charia, l'autre, c'est une dictature communiste avec un contrôle de la population, du moins peut-être pas aussi orwellien, mais avec une surveillance de la population qui est totalement orwellienne. Donc, j'espère que c'est pas ces valeurs-là dans lesquelles Mark Carney voit le nouveau Canada. Parce qu'on peut dire qu'on a vraiment, puis ça, il y avait totalement raison, c'est qu'on a franchi une sorte de point de non-retour là, avec les Américains. Puis je le tiens un peu responsable de ça, sans être trop sévère, mais il faut rappeler que Mark Carney s'est fait élire pas pour la raison. Là. L'élection qui a eu lieu en avril 2025, c'était pas de donner un mandat à quelqu'un pour qu'il aille négocier avec la Chine, puis avec des pays du Moyen-Orient, puis avec, à la limite, certains pays européens, ce qui devrait normalement faire partie du travail d'un premier ministre, peu importe qui est au pouvoir, libéraux, conservateurs. Non, les élections d'avril 2025, c'est qui peut aller négocier avec Trump puis faire en sorte qu'on a une entente qui va sauver notre économie d'un marasme garanti si jamais on s'enligne avec des tarifs de 25% sur à peu près tout, ou sinon que, en fait, sur tout ce qui ne fait pas partie de la CEUM, ou que même, et ça semble être ce qui se pointe à l'horizon, que finalement, la CEUM, donc l'accord Canada-États-Unis-Mexique, qui a remplacé finalement là, l'ALENA, fait que cette entente-là soit carrément mis au rencard à partir de 2026. Puis si c'est le cas et qu'on tombe vraiment dans une guerre commerciale généralisée ou plutôt dans une économie, dans une situation commerciale où est-ce qu'il n'y a plus vraiment de libre marché entre nos deux pays, je veux dire, c'est un échec fondamental de la part de Mark Carney. Puis ça, je me demande si les Canadiens vont le réaliser, parce qu'on va payer le prix inévitablement. Donc, oui, les valeurs dictent les politiques du gouvernement canadien, comme ils l'ont pas mal toujours fait. Même sous les gouvernements conservateurs aussi, il y avait un peu de ça. Mais là, je pense qu'il aurait fallu être beaucoup plus pragmatique, se rapprocher des Américains à tout prix, vaut mieux que se rapprocher des Chinois à tout prix. Il y a quand même une différence entre nos civilisations, mais aussi entre les deux pays. Les États-Unis restent encore une démocratie solide, peu importe le narratif qui est poussé par certains, c'est pas une dictature. Il y a un peu d'élan d'autoritarisme, on se le cachera pas, mais ça, c'est pas une raison de prendre nos distances de notre allié stratégique, militaire et même culturel depuis plusieurs décennies, en fait. Là. Donc, c'est mal adressé. Ceci étant dit, on peut dire que Mark Carney avait un beau discours, mais est-ce que ses objectifs sont les bons? J'ai de la difficulté à le dire pour l'instant. Ouais, c'est comme si les valeurs et le pragmatisme chez Carney étaient inversés, c'est-à-dire qu'on était, disons, pour être entre guillemets fidèle à nos valeurs face aux Américains, on s'en va vers encore pire finalement. Et cela ne sert absolument pas nos intérêts, donc c'est absolument pas pragmatique. Donc finalement, on ne suit le discours, bien qu'il fait la promotion justement de respect des valeurs et de pragmatisme, finalement, il est tout sauf, disons, les actions qu'il pose sont tout sauf pragmatiques et tout sauf suivant les valeurs entre guillemets canadiennes. C'est un peu paradoxal tout ça, mais enfin, c'est toujours un peu difficile de naviguer à travers
à travers les eaux, disons, imprévisibles de la politique et de l'économie actuelle. Ça, on peut lui en faire grâce, comme on peut dire. Nicolas Gagnon, un deuxième sujet sur lequel vous voulez discuter, c'est celui du programme de rachat des armes à feu qui est officiellement lancé. On a déjà vu que l'Alberta n'allait pas participer, en tout cas pas officiellement en tant que province à ce programme. Donc, on joue dans un vieux film, là, d'une certaine façon. On se rappelle le registre des armes à feu qui avait à l'époque aussi fait disons, des déboires financiers et économiques, là. Donc, j'imagine que la Fédération, vous aviez suivi le dossier à l'époque. Parlez-nous un peu de quoi il s'agit là, de ce programme de rachat des armes à feu. Oui, ben en fait, le Québec est essentiellement la seule province qui veut coopérer avec le gouvernement fédéral sur la question des armes à feu. Il y a aussi ça qui était souligné. Donc, non seulement il y a l'Alberta, la Saskatchewan et un paquet de corps policiers à travers tout le pays qui veulent rien savoir de coopérer avec la GRC pour la saisie, pour la confiscation et pour le programme de rachat comme tel ou même la destruction des armes. Mais le Québec a décidé de faire vraiment chambre à part là-dessus, plutôt chambre avec le gouvernement fédéral. Et c'est pour ça que l'annonce a été faite, en fait, le samedi dernier, c'était le 17 janvier, si je me trompe pas, qu'à Montréal, ils ont tenu dans le fond, une conférence de presse conjointe. Donc, on avait le ministre de la Sécurité publique fédérale, Gary Ananda-Sangari. On avait aussi le ministre de la Sécurité provinciale, publique provinciale, qui est Yann Lafrenière, et aussi Madame Nathalie Provost, donc qui est celle qui est maintenant ministre d'État pour les libéraux, mais qui a aussi été connue comme étant une survivante de la tuerie de la Polytechnique. Bref, l'annonce a été faite comme telle. C'était essentiellement le lancement de ce programme national, parce que là, on commence par la période de déclaration qui commence du 19 janvier jusqu'au 21 mars. Et donc, ça, c'est la période où est-ce qu'on s'attend à ce que les propriétaires d'armes à feu qui possèdent l'une des 2500 types d'armes qui ont été rendues illégales par le gouvernement libéral sous Justin Trudeau. Pour faire un petit retour en arrière, c'est que dès 2020, Justin Trudeau et son gouvernement décident que 2500 types d'armes qui sont vendues comme des armes d'assaut, donc illégales, donc vous ne pouvez plus les acheter ni les utiliser, mais vous devez les entreposer chez vous et vous en débarrasser, sinon on va vous forcer à les revendre. Et là, il essaie de trouver un moyen de comment pousser ça. Et 6 ans plus tard, on est rendu au point culminant où est-ce que le programme est lancé. Donc, il y a une première phase de déclaration. Après ça, il y a une phase de saisie puis, avec les indemnisations. Et ça devrait tout se dérouler jusqu'au 31 octobre 2026, où est-ce que l'amnistie va prendre fin. Parce que pour l'instant, les propriétaires d'armes à feu, puis il y en a plusieurs dizaines de milliers au Québec et à travers tout le pays, on parle de centaines de milliers qui ont ces armes-là. Ils sont dans l'illégalité par le simple fait de possession, mais ils ont une amnistie parce qu'ils ont acheté ces armes-là avant la date butoir, donc qui m'échappe pour 2020. Donc, ceci étant dit, le Québec fait un peu la figure de proue pour le programme de rachat, à savoir si ça fonctionne à l'échelle provinciale, savoir où ça fonctionne pas, ça va nous donner une idée de ce à quoi s'attendre pour l'application du programme à l'échelle nationale. Mais pour ceux qui se demandent c'est quoi les chances qu'il y ait une réussite ou que ce soit un échec, on peut déjà le mesurer en fonction du projet pilote qui avait déjà été auparavant lancé par le gouvernement fédéral à Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Et là, le gouvernement avait tenté d'aller chercher leur objectif jusqu'à 200 armes à feu qu'ils espéraient saisir à Cap-Breton. Et finalement, ils en ont juste saisi 25. Donc, il y a eu vraiment une résistance farouche de la part des des propriétaires d'armes à feu. Qui a carrément dit, nous, on refuse de participer à ce projet-là. Il y en a quand même quelques-uns qui ont ramené leurs armes, qui ont une compensation. En fait, pour 25 armes, ça a coûté 150 000 $ en indemnisation. Donc, c'est un montant assez élevé. Et là, à l'échelle nationale, on prétend que le programme de rachat uniquement pour les indemnisations, ça va coûter pas loin de 750 millions de dollars. Ça, c'est la portion indemnisation. Mais selon plusieurs experts, si on prend en considération la portion administrative du programme, pour tous les autres coûts qui vont être liés à tout ça, ça pourrait monter à plus de 6 milliards de dollars. Donc là, ça commence à faire cher pour un programme qui va racheter des armes et qui a pour intention d'amener la sécurité publique. Et là, le bémol, puis ça, je pense que tout le monde va être un peu plus intéressé par ça, c'est les résultats. Ce qu'on s'attend à ce que ça va amener la sécurité publique, de un, les exemples qu'on a vus ailleurs dans le monde, notamment en Nouvelle-Zélande, n'ont pas vraiment donné des résultats concluants par rapport à la réduction des crimes par arme à feu. Et on n'est pas les seuls non plus de notre côté de décrier le fait que les impacts risquent d'être nuls ou même
carrément négatif, c'est que on a même les corps policiers, comme je disais plus tôt, de la ville de Toronto qui refuse de participer au programme en disant ça détourne des ressources et des effectifs critiques de la lutte contre la criminalité pour s'attaquer à un faux problème, qui sont des honnêtes propriétaires d'armes à feu dont le seul crime aura été d'acheter des armes qui auront été rendues illégales par décret par le gouvernement fédéral du jour au lendemain. Donc, il y a une décision purement politique qui a rendu des gens, qui ont mis des gens dans une situation d'illégalité, mais le véritable problème, c'est la criminalité par arme à feu liée aux gangs, liée aux armes de contrebande. Puis ça, c'est malheureusement, c'est pas ce à quoi le programme de rachat s'attaque. On s'attaque aux mauvaises cibles avec l'argent des contribuables qui risque fort possiblement d'être gaspillé. Et selon vous, l'intention véritable, on peut imaginer que les gouvernements se rendent compte là, de l'inefficacité de cette règle-là. C'est quoi le but? C'est d'essayer de continuer à donner une bonne image au gouvernement et au Parti libéral, selon vous? C'est quoi l'intention derrière, puisqu'on voit bien que, on peut penser, oui, aux armes à feu qui sont déjà sur le territoire, mais on peut penser aussi que c'est pas très compliqué de faire rentrer des armes illégalement au Canada par la frontière avec les États-Unis. Donc, selon vous, là, c'est quoi l'intention derrière ce programme-là? L'intention, c'est clairement, je veux dire, celui qui est mis de l'avant, du moins, officiellement, c'est la sécurité publique. Ça à quoi je peux accepter le narratif, mais officieusement, c'est désarmer une partie de la population. On va s'entendre, ils visent quand même des armes, puis ils se disent que c'est une population qui possède peut-être trop d'armes à feu. Vous avez des armes qui sont de type militaire, qui devraient pas être utilisées pour la chasse ni le tir sportif. Donc, il y a comment dire, un objectif de désarmement là-dessus. Maintenant, à quelle fin? Je ne vais pas non plus me mettre un chapeau d'aluminium, mais généralement, désarmer une population, c'est pas tout à fait, surtout dans un contexte où est-ce que c'est pas une population qui est vraiment responsable de crimes, là. Comme c'est pas les propriétaires d'armes à feu enregistrés qui commettent des crimes au Canada. Il y en a. Okay? Il y a quand même un faible pourcentage que oui, mais la très grande majorité des crimes par arme à feu, c'est commis avec des gens qui ont acquis les armes de manière illégale et qui vivent dans l'illégalité en très bonne partie également. Est-ce qu'il y a des risques de fraude aussi, par exemple? Est-ce qu'on pourrait décider aujourd'hui de faire rentrer des armes illégales, non conformes, pour pouvoir se les faire racheter par le gouvernement? Hein? Il y a une possibilité. En fait, ça va falloir regarder comment le programme fonctionne. J'ai pas encore été voir comment est-ce que l'indemnisation fonctionne ou la déclaration. Puis il y a un point qui est assez important parce que pour l'instant, les indemnisations, ma compréhension, la manière que c'était livré dans la conférence de presse du gouvernement fédéral, c'est que c'est pas garanti. C'est que des armes qui ne seront pas indemnisées. Et aussi, c'est comme une forme de premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire qu'ils ont préparé une cagnotte d'environ 750 millions de dollars. On présume que c'est le montant complet qui va être utilisé pour indemniser, mais eux, je crois que dans leurs estimations, pensent qu'ils vont pas indemniser toutes les armes à feu. Et donc, il y a la possibilité que des armes qui soient pas compensées justement à cause du fait qu'elles sont carrément illégales, c'est comme des armes qui ont été manufacturées dans un autre pays, qui n'ont pas été autorisées ni enregistrées d'aucune manière. Ou sinon, il va aussi avoir le fait que, éventuellement, des propriétaires d'armes vont être tardifs parce qu'ils vont se dire, j'ai-tu vraiment le goût d'emmener mes armes à la sécurité du Québec? Puis ils vont arriver et puis il n'y aura plus d'argent pour les indemnisations. Donc, il y a des chances qu'éventuellement, les gens se fassent prendre leurs armes à feu, puis ils reçoivent un chèque très partiel par rapport au coût réel de leur arme à feu, voire qu'ils ne reçoivent pas de compensation. Donc ça risque de provoquer des problèmes. Donc, si en plus, il y a des gens qui profitent, qui essaient de frauder le système avec des armes importées illégalement, il y a des honnêtes propriétaires d'armes à feu qui vont se faire avoir des deux côtés. Ils doivent se débarrasser d'armes pour lesquelles ils ne seront pas compensés. Ça va en faire des frustrés avec raison. Mais donc, pour venir à la question initiale, c'est sûr qu'il y a un alignement clair du gouvernement canadien par rapport à ce qu'on a vu dans d'autres régions sur Terre. Là. Entre autres, là, on a l'Australie suite au massacre qu'il y a eu là, durant une fête juive là, sur la plage en Australie récemment. La réaction du gouvernement... Exact, oui. Donc, la réaction du gouvernement australien, c'est de dire, il faut qu'on s'attaque aux armes à feu. Donc, alors que le problème, je pense que c'est clairement plutôt l'antisémitisme et le fait qu'il y a une tentative d'attentat terroriste sur le sol, il semblerait que le gouvernement fait une fixation plus sur l'arme que sur les raisons de la tuerie. Mais sinon,
Vous avez la Nouvelle-Zélande, qui suite à la tuerie, je pense, de Christchurch, qui est à peu près arrivé avant la pandémie ou dans ces années-là. Bref, un massacre horrible contre des musulmans. Mais automatiquement, le gouvernement a sauté sur l'opportunité de bannir des armes à feu puis de faire un programme de rachat plus poussé. Et puis finalement, le Canada, il faut rappeler qu'en 2020, le projet est né au lendemain d'une tuerie, celle de Portapique en Nouvelle-Écosse, plus d'une vingtaine de morts également, atroces. Donc, il y a vraiment une utilisation de ces différentes tueries pour pousser cette politique-là. Le truc, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui vont s'opposer à ce qu'on ait une politique plus contrôlante au lendemain d'une tuerie comme ça. On l'a vu aussi avec la tuerie à la Mosquée de Québec. Donc, c'est comme la réaction politique est comme inévitable. Mais là où ce qu'il faut qu'on mette de côté l'aspect émotif, c'est quand on s'intéresse aux résultats en fait de ce genre de programme-là. Et la question qu'on doit se poser, c'est qui va encore avoir des armes à feu finalement au lendemain de ce programme-là. On a l'impression que c'est ceux qui vont avoir des armes, c'est les policiers, c'est l'armée, les criminels qui ont conservé leurs armes de leur côté. Puis finalement, les tireurs sportifs et honnêtes propriétaires d'armes vont être limités avec quelques armes seulement qu'ils ont à leur disposition. Alors qu'ils n'ont rien fait de mal initialement avec les armes qu'on va leur confisquer. Et puis le dernier point que je peux emmener, puis qu'un autre paradoxe qu'on peut souligner par rapport au gouvernement fédéral, c'est qu'on nous pousse depuis quand même quelques temps le narratif que le Canada pourrait voir sa souveraineté être compromise face à une invasion du Canada par les États-Unis notamment. Et là, on parle de peut-être avoir des stratégies de guérilla, mais on pousse ce narratif-là à nous rendre craintifs d'une invasion probable. Et de l'autre côté, on désarme une partie de la population qui serait fort possiblement capable d'utiliser ces armes-là dites d'assaut pour résister le moment venu, si moindrement on maintient ce narratif-là. C'est pas dans le mandat de la FCC de dire comment est-ce que les armes doivent être utilisées. Au-delà, moi, je pense que le tir sportif, la chasse, c'est bien en masse, puis je pense pas que le Canada est vraiment confronté à une telle menace. Mais le gouvernement, lui, il maintient deux discours complètement différents. Puis il va falloir qu'il l'ajuste parce que d'une manière ou d'une autre, on voit que c'est pas une politique qui est populaire. Elle est contestée par la plupart des provinces. Et à l'échelle canadienne, la majorité des Canadiens pensent que c'est pas la bonne priorité là, de s'attaquer aux honnêtes propriétaires d'armes à feu. Oui, surtout dans un contexte d'inflation alimentaire et tout ça, on a l'impression vraiment que les gouvernements sont un peu déconnectés des besoins de la population en général. Et là, c'en est un exemple. De plus, Nicolas Gagnon, c'est tout le temps qu'on a malheureusement cette semaine, mais on avait d'autres sujets, mais on va en garder pour notre prochaine rencontre, notamment la taxe carbone qui devrait être encore là lorsqu'on va se reparler dans les prochaines semaines. Alors, Nicolas Gagnon, je rappelle que vous êtes le directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables et on était réunis pour parler justement de la démission de Legault et de ce programme de rachat des armes à feu que vous allez suivre et pouvoir nous faire les différentes mises à jour, disons, dans cette séquence de cette première année 2026. Alors, Nicolas Gagnon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. À très bientôt, j'espère. Puis oui, on va avoir clairement beaucoup de matériel à commenter là, pour cette nouvelle année qui sera en plus électorale. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com et à vous abonner pour la bonne somme de 4$ par mois, ce qui vous donne, entre autres choses, un accès illimité à tous nos contenus. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.